perspective internationale et partager avec vous la réflexion du FMI sur ce sujet. Tout d'abord, illustrer le fait que c'est une thématique qui est pour nous une thématique extrêmement importante. Antoinette Saillier, la directrice du département Afrique du Fonds monétaire international, a prononcé une conférence remarquable il y a quelques jours dans le cadre de l'Overseas Development Institute, consacrée à la budgétisation dans le monde réel. Elle tirait les enseignements des 20 dernières années de réforme des finances publiques en Afrique, de manière très synthétique, ça souvent, je vous invite à lire, c'est extrêmement intéressant, extrêmement synthétique, c'est quelques pages. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est sa conclusion. Quand même, en recenser les deux grands défis que vont devoir affronter les États dans les années qui viennent, notamment dans la région Afrique, elle en mentionnait deux. Le premier, c'était la gestion des ressources extractives, qui est un sujet que certains d'entre vous connaissent bien. Quel système doit-on mettre en place pour gérer les ressources extractives? Et le deuxième, c'était la décentralisation, qu'elle considère comme un des défis majeurs qui va concerner la région Afrique au cours des décennies à venir. Et basé sur mon expérience personnelle, je dirais que ce sont deux sujets qui sont intimement liés. Partage des richesses et décentralisation sont deux sujets qui ont des résonances extrêmement fortes. Pour juste cerner de manière plus globale ce sujet de la gestion des finances locales, je vais partager quelques chiffres issus d'études de l'OCDE, qui concernent des pays membres de l'OCDE, mais qui vont donner des éléments sur quelle est la situation dans les économies avancées en la matière. Quand on regarde les données de 2009, l'investissement public dans les États de l'OCDE en moyenne, 62% est assuré par les collectivités locales, ce qui rejoint tout à fait cette tendance que l'on constate en France, 71%. Mais avec des chiffres en fonction des États qui sont bien plus élevés. Si on prend le Canada, les États-Unis ou la Belgique, on est à plus de 80% de l'investissement public qui est porté par les collectivités locales. Quand on regarde le poids en moyenne des collectivités locales au sein de la zone CDE, c'est 31% de la dépense publique qui est réalisée au niveau local. 20% des recettes publiques sont collectées par les structures infra-étatiques, et avec des pics à plus de 50% des États comme la Suisse ou le Canada. Donc ce sont des ressources considérables qui sont à la fois collectées et dépensées à cet échelon. Autre aspect important, il a été évoqué, c'est la question de la dette. 14% de la dette publique émise au niveau des États de l'OCDE est émise directement par les collectivités territoriales. Quand on regarde un peu le rôle des collectivités locales, on découvre qu'en fonction des pays, ça peut varier naturellement, mais qu'elles jouent des rôles majeurs en matière de fourniture des services publics et de mise en œuvre des politiques publiques. En matière d'éducation, 90% des dépenses publiques dans ce domaine sont assurées par les collectivités locales dans des pays tels que la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. La santé, 90% des dépenses publiques en matière de santé sont fournies par les collectivités locales en Suède, en Suisse, en Espagne, en Italie. Et la protection sociale est aussi un sujet qui est en train de se développer très fortement à travers une fourniture, une couverture sociale au niveau décentralisé, où il y a des pays comme la Corée ou le Canada, 30% des dépenses de protection sociale sont assurées par les collectivités territoriales. Alors, comme vous le savez tous, la décentralisation est un phénomène qu'on pourrait qualifier de, non pas forcément de récent, mais qui est un phénomène qui a toujours existé. En France, par exemple, il y a toujours eu des tensions sur la relation entre l'État central et les composantes de la nation. Mais c'est un mouvement qui aujourd'hui occupe une place particulière dans l'agenda politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement de décentralisation, quand on regarde globalement ce sujet au plan international, c'était généralement un mouvement qui est un mouvement de réaction à des pressions politiques qui peuvent être particulièrement importantes dans deux cas. Dans les États où on a de fortes disparités en termes de niveau de richesse au sein de l'État, on prend un exemple européen qui est bien connu, c'est l'exemple du nord de l'Italie. Il y a souvent cette tentation de pouvoir s'extraire du reste de l'Italie, ou cette tendance de plus en plus forte à l'autonomisation au sein des pays de l'Union européenne, comme notamment en Espagne, où on a des écoles extrêmement riches telles que la Catalogne, qui tentent à se retirer de la communauté nationale. Deuxième type de pression qui joue un rôle important pour inciter au mouvement de décentralisation, et qui est très lié, c'est le partage des ressources extractives, avec la difficulté pour les régions qui sont productrices de ressources extractives, qui supportent le coût de la pollution ou du développement de ces activités, et souvent des capitales des régions qui bénéficient de transferts très importants provenant de la richesse produite par ces régions. Quelles que soient les causes, la décentralisation est un sujet d'importance majeure pour le Fonds monétaire international parce qu'elle emporte d'importantes conséquences macroéconomiques potentiellement. C'est un sujet qui fait l'objet d'une attention soutenue pour nous
parce que ça engage notamment la soutenabilité des finances publiques à moyen et à long terme. C'est un sujet qui n'est pas forcément non plus extrêmement récent. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, depuis 2005, on a développé un outil qui est un outil bien connu de la plupart d'entre vous, qui est le cadre PEFA. Dès 2005, c'est-à-dire l'année où le cadre PEFA a été produit, l'Ouganda lançait des PEFA au niveau décentralisé. C'est-à-dire 5 mois après le lancement du cadre PEFA, on a déjà ces travaux analytiques visant à comprendre quels sont les risques, quelles sont les problématiques financières dans le secteur local. Et quand on regarde un peu les données produites par le secrétariat PEFA en la matière, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a eu 300 évaluations PEFA dans le monde, 120 ont porté sur des entités décentralisées, ce qui est absolument majeur. Le Nigeria, à lui seul, compte tenu de son contexte fédéral et ses arrangements institutionnels particulièrement complexes, a conduit à lui seul 21 évaluations PIFA au niveau local. Quand nous regardons ce thème, les avis du FMI aux États membres, que ce soit dans le cadre des programmes de réforme ou dans le cadre de l'assistance technique, nous considérons que c'est un des sujets les plus complexes que nous ayons à traiter au sein de nos États membres, pour 3 raisons principales. Le premier, c'est sa complexité. De très nombreux paramètres doivent être pris en compte, qui sont non seulement économiques, mais qui sont surtout historiques, sociaux et institutionnels. Deuxième aspect de la difficulté à penser cette décentralisation, à l'organiser, à bâtir une vision stratégique, c'est le nombre de politiques publiques qui sont potentiellement incluses dans ces mouvements de décentralisation. Et le troisième aspect, c'est la dynamique des pouvoirs. Les relations entre les différents échelons de pouvoir qui sont organisés sur la décentralisation sont souvent extrêmement complexes à définir et à mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel. La conclusion, c'est que de ce point de vue, sur cet aspect, il n'existe pas de règle universelle. Il n'existe pas une règle universelle qui définit quelles sont les étapes de la décentralisation, quelles sont les bonnes décentralisations et les mauvaises décentralisations. Mais nous considérons qu'il y a un aspect qui est important, et qui est vraiment un aspect universel en l'occurrence, c'est la question du pilotage des risques financiers qui sont associés aux entités décentralisées. Dans ce cadre, nous avons mené des exercices assez approfondis au cours des 3 dernières années pour tirer les leçons de la crise financière récente qui a frappé certainement dans nos États membres. Et nous avons constaté que les entités décentralisées y jouaient un rôle majeur. Alors je vais vous livrer quelques enseignements très synthétiques de ce que nous avons pu retirer des chocs qu'ont subi les systèmes de finances publiques, notamment les systèmes décentralisés, suite à la crise. Premier enseignement, quand on se situe vraiment dans une perspective internationale, les collectivités locales, même si elles ont des ressources importantes, qu'elles ont opéré des dispositifs de fiscalité locale, restent majoritairement dépendant des transferts opérés par l'État. Ça renvoie aux questions de péréquation, ça renvoie aux questions d'unité nationale, aux politiques de développement dans certains pays, mais les transferts restent un aspect clé de la décentralisation. Alors, la corollaire, naturellement, c'est que les États essaient de contrôler ces transferts et ont défini, dans les cadres de gestion des finances publiques, que ce soit les législations organiques ou les règles budgétaires, des règles extrêmement strictes qui concernent à la fois, par exemple, en France, l'équilibre que l'on doit avoir au niveau de chaque collectivité locale, l'équilibre budgétaire, la proportion des dépenses obligatoires, des définitions pour encadrer les dynamiques de recettes au niveau local, et surtout, un des aspects importants, et l'ensemble des contraintes que l'on place sur la capacité des collectivités locales à pouvoir recourir directement à l'emprunt. Deuxième leçon, qui est vraiment une leçon à laquelle je suis très attaché à titre personnel, c'est qu'on s'est aperçu que de manière générale, les services du Trésor ne disposent pas toujours de l'information financière qui est nécessaire au pilotage global des finances publiques. Et ça, c'est un des grands révélateurs de la crise, notamment dans la zone euro. La mise en œuvre des politiques publiques est extrêmement complexe. Il y a énormément de travaux théoriques, notamment aux États-Unis, qui est le pays au monde qui offre la plus grande complexité en matière d'enchevêtrement de compétences, d'organisation entre l'État fédéral et les différents niveaux d'entités. Je pense que les États-Unis battent allègrement la France quant au nombre de collectivités locales. C'est extrêmement complexe, mais quand on est dans la plupart des pays que nous analysons, on s'aperçoit que les interactions budgétaires entre les différents types d'entités, notamment entre l'État central et les collectivités locales, ne sont pas analysées, ne sont pas publiées, ne sont pas coordonnées. Troisième enseignement que nous avons retiré, c'est la question de la maîtrise des passifs des collectivités locales. Alors, c'est un sujet, comme je le disais, qui est extrêmement important dans les pays dans lesquels les collectivités locales peuvent recourir à l'emprunt, y compris sur les marchés internationaux, ou se financer par emprunt directement auprès de partenaires techniques et financiers. Pourquoi c'est important d'un point de vue macro? Parce que les collectivités locales, on le sait très bien, financent de deux manières. Soit elles ont des emprunts qui sont garantis par l'État, l'État emprunte à leur place et rétrocède les prêts,
Et on a aussi souvent le fait que l'État, in fine, supporte un engagement hors bilan implicite sur la dette du gouvernement local. L'exemple américain le démontre. Détroit, en dépôt d'indépendance et faillite, l'État fédéral est obligé d'injecter massivement des fonds fédéraux pour assurer à minima la délivrance des services publics de base. Donc les États, in fine, restent toujours, et ça renvoie à ce rôle de l'État, cette réaffirmation de l'État, reste l'assureur de dernier recours de l'ensemble des risques financiers et économiques de la société et surtout des collectivités locales. Quatrième enseignement, ça porte sur les programmes de consolidation budgétaire, donc cette stratégie qui a visé à contenir et à réduire le déficit public lors de la crise. Les collectivités locales ont été placées en première ligne. Ce sont les acteurs de premier rang en matière d'investissement, mais elles ont été contraintes très fortement par les États centraux à participer à la consolidation financière, signifiant que le niveau de l'investissement public dans ces pays s'est retrouvé particulièrement dégradé ou réduit, au moment où les collectivités locales qui ont recours à l'emprunt, comme en France, sont retrouvées dans des situations d'insolvabilité potentielle, compte tenu de leur absence de capacité à maîtriser réellement les risques financiers associés à certains types d'emprunts. Dans ce contexte, nous avons mis en place une approche qui vise à mobiliser davantage les informations et à assurer un meilleur contrôle des risques financiers produits par les collectivités, résultant en gestion des collectivités locales. Alors tout d'abord, comme vous le savez, l'échelon pertinent pour l'analyse des politiques publiques, aujourd'hui, il y a un consensus, quel que soit le système de statistique que l'on regarde, que ce soit le système de comptabilité nationale, le système européen de statistique publique, ou des normes telles que les normes IPSAS, l'intégration de la dimension collectivité locale dans le suivi des risques financiers est absolument nécessaire. On a un mouvement général au plan international qui est de constater que faire un reporting financier uniquement sur le budget général de l'État ne permet pas d'avoir une vue claire de la situation des finances publiques. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Tout le monde sait comment on fait pour arranger un budget en fin d'année en transférant des dépenses ou des recettes sur les opérateurs de politique publique et sur les collectivités locales. L'exemple portugais est révélateur de ce point de vue. Le Portugal a enregistré des situations extrêmement difficiles pour ses finances publiques, notamment liées à l'action des collectivités locales, et notamment à travers des mécanismes de financement d'investissement tels que les partenariats publics-privés, où la technicité nécessaire n'était pas en place au sein de ces collectivités pour les gérer. Dans ce contexte, le FMI a révisé, et est en train de finir la révision. Oui. Alors, je finis très rapidement. Nous considérons que la question de la gestion des risques financiers est extrêmement importante et qu'il est nécessaire aujourd'hui de disposer de ces informations financières au niveau central. Et c'est là que les trésors doivent jouer un rôle majeur. Pourquoi? Parce que le système d'information financier aujourd'hui porte souvent le budget général de l'État, mais ne couvre pas les collectivités locales. L'information disponible n'est pas présente. Très souvent, récemment j'étais dans un pays d'Afrique australe, il n'y a pas d'information disponible au niveau des collectivités locales. Les délais de remontée statistique ou comptable sont extrêmement longs. Et par ailleurs, un sujet extrêmement important, c'est aussi la capacité du Trésor à jouer un rôle de conseil au niveau local. Et aujourd'hui, c'est un rôle qui a besoin de s'affirmer. Les collectivités ne disposent pas toujours des ressources pour le faire. Et ce sont donc autant de thématiques qui doivent aujourd'hui être adressées par les services du Trésor de manière générale. Merci.